Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Alors en effet, une collaboration qui a démarré avec l'Université fédérale fluminaise, qui a démarré en janvier 2006, lors de ce colloque sur les regards croisés entre la France et le Brésil, où Madame Elisabeth Chavez de Mello est venue présenter une communication sur Ruffin, je pense, hein, voilà, et est née à ce moment-là une collaboration scientifique et aussi une amitié, voilà, avec Beth et ensuite avec les collègues de l'université de Niterói, donc l'université fédérale fluminaise. Voilà, donc ça a démarré là, ce processus, on va dire, depuis 2006. L'année dernière, une délégation de l'université fédérale fluminaise est venue à Pau. Et à ce moment-là, nous avons bâti avec les relations internationales, que je remercie très chaleureusement aussi, avec les relations internationales et l'école doctorale, sciences sociales et humanités, on a bâti un projet à la fois de recherche, mais aussi pédagogique, et qui porte ses fruits déjà, puisque nous avons actuellement un étudiant en licence de l'Université fédérale fluminaise qui est là pour 6 mois. Nous avons donc le colloque, voilà, et très certainement des doctorants qui feront des thèses en co-tutelle, voilà. Donc, voilà, bon. Ce colloque, on l'a voulu ouvert, élargi. Donc, tout d'abord, comme disait Nadia Mécoire, ce sont donc 4 laboratoires qui ont travaillé ensemble pour que ce colloque puisse se réaliser. Donc, je remercie mes collègues donc, de l'ITEM, Victor Pereira, qui ne peut malheureusement pas être là cette semaine, Nejma Mécoire, Nejma Kermel, de Arc Atlantique, LLC, qui ne sera pas là non plus, mais qui est de tout cœur avec nous. Mon collègue donc, de passage, Lionel Dupuis, qui va arriver à midi, puisqu'il avait cours ce matin. Voilà. Mais nous avons vraiment bâti ce colloque, tous les quatre ensemble. Voilà. Et on a voulu large, donc on a fait un appel à communication et de très nombreux chercheurs et de très nombreuses chercheuses ont répondu à cet appel à communication. Voilà, donc il a fallu faire un choix qui était difficile, mais on s'est dit que c'était partie remise pour les thématiques qui ne peuvent pas être abordées là. Donc il y aura, on espère, une suite, peut-être à Niterói, on verra. Voilà, en tout cas, on a vu que l'idée de travailler donc en interdisciplinarité sur les questions des représentations de l'ailleurs, des imaginaires, dans ce dialogue donc ancien et nouveau et très présent entre la France et le Brésil, était vraiment porteur dans nos divers champs disciplinaires. Alors, je vais terminer, mais j'aimerais remercier donc tous les soutiens. Donc je remercie la Fédération Espace Frontières Métissage, donc sa directrice Nadia Mécoire ici présente, Armel Révurieux qui nous a aidés sur tous les points de logistique. Je remercie donc les laboratoires, le Centre de recherche en poétique, histoire littéraire et linguistique, Passage, ITEM et aussi Langue, littérature et civilisation de l'Arc Atlantique. Je remercie aussi l'école doctorale Sciences sociales et humanités, dont son directeur Jean-Yves Puyot est vraiment porteur aussi d'une grande partie du projet, le département de recherche lettres-langues, les relations internationales de l'Université de Pau. David Bessières, donc le vice-président relations internationales, viendra nous dire un mot tout à l'heure. Juste rapidement, ce colloque s'insère aussi dans le cadre de la Semaine internationale de l'Université de Pau. Donc, tout à l'heure, on aura une pause café commune déjà avec les collègues qui sont à côté en réunion pour cette semaine internationale. Je remercie également la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, la région Nouvelle-Aquitaine. Je remercie les collègues du groupe Axel, les collègues de l'Université fédérale fluminaise, bien sûr,
tous les collègues de Pau qui nous ont prêté main forte, Julie Gallego, Bastien Castéran, Aliénor Courbière. Et je remercie bien sûr tous les collègues qui ont répondu présents à l'appel à la communication, qui ont répondu à l'appel à la communication et qui ont fait le déplacement jusqu'à Pau. Voilà, je pense n'avoir oublié personne. Mes excuses d'avance. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Merci à tous. Pour ceux qui ne la connaissent pas, très peu d'entre nous, j'imagine, Madame Chaves-Gimel est professeure de langue et littérature française à l'Université fédérale Fluminense, avec de très nombreux travaux de recherche sur les récits de voyage, notamment, mais pas seulement. Mais je pense que tes dernières amours, Oui. hein, voilà, c'est plutôt de ce côté-là. Voilà. Donc, on s'est rencontrés donc en 2006 avec Betch et on a eu l'idée de démarrer cette coopération qui commence vraiment à porter ses fruits. Voilà, donc Madame Chaves-Gimel va nous présenter sa communication aujourd'hui, dont on va parler tout à l'heure, mais elle va aussi nous présenter 2 ouvrages qui viennent d'être publiés. Celui-là, l'autre, ça fait 2 ans. Voilà. Donc, O Brasil do século XIX, no olhar de Charles Expié, et Francês nos Trópicos, Francis de Castelnau, O olhar de viajante no século XIX. Voilà, donc tu nous parleras des ouvrages. Sa communication d'aujourd'hui, sa conférence d'aujourd'hui, portera sur justement le Brésil vu par les récits de voyage français. Dans les écritures de voyage, dans le récit des voyages, on fait d'abord la distinction, n'est-ce pas, entre les itinéraires des voyages, les journaux de bord, n'est-ce pas? Toujours, on retrouve dans les écritures, dans les textes de ces voyageurs, ces journaux qui sont l'origine de leurs textes après. Parce que ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils font tous au Brésil. Et quand ils reviennent en France, ils écrivent sur le Brésil. Alors, il y a cette description des scènes qu'ils ont vues tout le temps. Et en réalité, les Français viennent au Brésil, si vous voulez, depuis le XVIe siècle, depuis que les Portugais arrivent. Les Français arrivent aussi et ils écrivent. Le premier à écrire sur le Brésil sont des Français. Alors, sont des voyageurs. Alors, André Tévé et Jean Deléry sont les plus connus du XVIe siècle. L'un, André Tévé, est un prêtre catholique et Jean Deléry est un protestant. Vous savez, le XVIe, c'est l'époque des guerres, n'est-ce pas, terribles de religion en France, n'est-ce pas? Et tous les deux vont raconter l'échec de la colonisation française au Brésil. Et justement, je suis venue parler de France-Brésil à l'époque, qui est un roman de Christophe Ruffin qui raconte cette aventure française, n'est-ce pas? Parce que les Français, ils se sont ils sont restés dans une petite île, l'île des Villegagnon, qui existe à Rio de Janeiro, dans la baie de Guanabara. Et ils ont passé tout le temps à se disputer pour des raisons religieuses. Et, évidemment, les Portugais se sont organisés, ils les ont chassés, n'est-ce pas? Bon, alors, Christophe Ruffin raconte cette histoire dans son livre. Et des 2 récits, chacun accuse l'autre. André Tévé dit que c'est la faute à Jean Deléry. Ah, tiens, le voilà. Je commence à parler des religions, voilà. Le miracle.
n'est-ce pas? Bon, alors, André TV accuse les protestants, il dit que c'est la faute aux protestants, l'échec de la colonisation, et Jean de Léry accuse les catholiques. Donc, chaque récit accuse l'autre religion. Et finalement, le texte le plus intéressant, c'est celui de Jean de Léry, qui a écrit 20 ans après le voyage, comme réponse à André TV. Et c'est un texte, c'est le premier texte vraiment qui contient une étude sur le Brésil. D'accord? Bon. Alors, nous avons, à partir de là, beaucoup de gens qui vont écrire sur le Brésil, même aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, donc, on peut dire que c'est vraiment un genre littéraire, à mon avis, on peut le considérer comme. Et à partir du 18e, on commence à prendre vraiment au sérieux ce genre. D'accord? On a quelques textes de voyage qui sont bien respectés, bien connus. Et on a à ce moment-là, au 18e, deux types de récits, des voyages savants et des écritures subjectives, ils m'en connaissent, du voyage. Je viens de remarquer qu'ils m'en connaissent. Subjective avec un S, évidemment. Bon, alors, les écrivains que je vais présenter ici aujourd'hui, ce sont des écrivains qui ont fait le deux à la fois. Ça va, ce sont des gens qui sont venus comme hommes de science, mais dans leurs textes scientifiques, ils ont écrit de vraies pages littéraires. Bon, d'abord, je vous donne quelques exemples qui ne sont pas français, hein, des écrivains. Il y a Bougainville qui est français et qui est allé au Brésil aussi, au 18e. Hein. Tout ce texte-là vont parler de terres lointaines, navigation hasardée et découvertes qui mettent en scène leurs auteurs. Ils sont des personnages. Et comment expliquer ce goût de l'au-delà, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est lié à la séduction de l'autre, n'est-ce pas, dans cette France pré-révolutionnaire. L'exotisme est lié au mal de vivre. Si je ne suis pas content de ma vie, du monde où je vis, etc., je commence à penser en au-delà, n'est-ce pas? Et cette écriture du voyage, elle entre dans le pacte autobiographique dont parle notre Philippe le Jeune, n'est-ce pas? Et elle est plutôt jouissance que description. On retrouve un vrai plaisir de ces voyageurs à écrire leurs textes. Rousseau, dans son discours sur l'origine, nous sommes toujours au 18e, n'est-ce pas? Dans son discours sur l'origine de l'inégalité, il va classer le voyageur en 4 types: le marin, le marchand, les soldats et les missionnaires. Ce texte de Rousseau a rendu Bougainville très offensé. Et Bougainville avait fait un voyage autour du monde, hein? Et il répond à Rousseau: « Je suis voyageur et marin, c'est-à-dire un menteur et un imbécile aux yeux de cette classe d'écrivains paresseux et superbes qui, dans les ombres de leur cabinet, philosophent à perte de vue sur le monde et ses habitants et soumettent impérieusement la nature à leurs imaginations. Procédé bien singulier, bien inconcevable de la part des gens qui, n'ayant rien observé par eux-mêmes, n'écrivent ni dogmatisent que d'après des observations empruntées de ces mêmes voyageurs auxquels ils refusent la faculté de voir et de penser. » D'accord? Alors,
il va critiquer, n'est-ce pas, cet écrivain qui reste là dans son cabinet, qui ne voyage pas, ne voit pas les choses. Mais Bougainville, il est allé au Brésil, mais il est resté très peu de temps, il écrit très peu sur le Brésil. Il ne nous intéresse pas beaucoup parce qu'il n'a pas vraiment parlé du Brésil. Bon, alors, depuis donc le XVIe siècle, on a quelques projets français sur le Brésil. Hein. On a un projet de France équinoxiale, France antarctique. On a la fascination du bois Brésil, qui était un bois précieux à ce moment-là pour teindre le tissu, n'est-ce pas, surtout. Et la séduction de mœurs indiennes, cette séduction de l'autre, n'est-ce pas? Et donc, il voyage. Au XVIIIe, ça devient vraiment une passion, le voyage, hein, et les récits des voyages. Depuis le texte d'André TV et Jean de Léry, le Brésil va être toujours présenté comme la terre du monde à l'envers. Le Brésil est tout ce que l'Europe n'est pas. Il a tout ce que l'Europe n'a pas. Et à tel point que nous aurons un voyageur français, Ferdinand Denis, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais il se veut spécialiste du Brésil et il donne des conseils aux écrivains. Il va au Brésil à l'époque de l'indépendance du pays, au moment où on cherche une identité nationale à travers la littérature. Et Ferdinand Denis va expliquer aux Brésiliens que pour marquer la différence par rapport au Portugal, il faut décrire la nature brésilienne. Parce que la différence entre le Brésil et le Portugal, pour lui, elle est tout simplement dans la nature, c'est les paysages. D'accord? Alors, il y a donc cette idée du Brésil comme le contraire de l'Europe. À cette même époque, au XVIe, je reviens au XVIe, n'est-ce pas? Et les Français amènent des Indiens en France et les exhibent à la cour. Et ce qui rend Montaigne très choqué. Hein. Il va écrire son essai « Les cannibales », justement à partir de ce qu'il a vu, hein, de cette exhibition des Indiens dans la cour. Et il va lancer cette idée de l'homme naturel comme supérieur à l'homme civilisé. Cette idée, elle vient de Montaigne, de cannibales. Et il va refuser l'épithète de sauvage aux habitants de l'Amérique. Il va dire, c'est nous les sauvages, parce que ce que nous faisons est sauvage. Donc, c'est lancé l'idée de la supériorité de l'homme primitif sur le civilisé, l'idée du bon sauvage, qui va être si à la mode au XVIIIe. Je suis revenue juste pour vous expliquer que la racine de tout ça, c'est à Montaigne. Bon, au XVIIIe, nous avons encore, dans ces textes de Bougainville dont je vous ai parlé, il va nous parler, il va décrire les Tahiti. Bougainville ne s'intéresse pas au Brésil, par contre, il s'intéresse beaucoup au Tahiti. Et il va présenter l'habitant natif du Tahiti comme l'homme naturel pur. Il présente la supériorité de cet homme et il va inspirer Diderot à écrire un livre magistral que je vous recommande si vous ne le connaissez pas. Peut-être que le français le connaisse, le brésilien très peu. Hein. Diderot va écrire les suppléments au voyage de Bougainville. C'est comme s'il voudrait continuer le livre. Et il va justement
parler de cet homme naturel qui contient toutes ces idées des Rousseau et des Montaigne de l'homme naturel. Il fait une critique du colonialisme à partir de ça. Alors, voilà, là, c'est un habitant du Tahiti qui parle, hein, un natif. Nous sommes innocents, nous sommes heureux, et tu ne peux que nuire à notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature, et tu as tenté d'effacer de nos âmes son caractère. Ici, tout est à tous, et tu nous as prêché je ne sais quelle distinction du tien et du mien. Ce pays est à toi. Et pourquoi? Parce que tu y as mis les pieds. Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres, ce pays est aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu? Tu es le plus fort. Et qu'est-ce que cela fait? Ça va? C'est un vieillard qui parle, c'est un discours très intéressant et qui montre bien cette idée, n'est-ce pas, de l'homme naturel comme meilleur que l'homme civilisé. Mais je voudrais vous parler de Charles-Marie de la Condamine, que très peu de gens connaissent, qui est le premier à vraiment parler au XVIIIe, à vraiment s'intéresser au Brésil. Le Brésil comme mythe, évidemment. Et Charles-Marie de la Condamine est un homme de science qui va aller en Amazonie. Il est en mission du gouvernement français et ils sont payés pour venir, mais après, ils doivent écrire. Hein. Là, c'est implicite. Vous voyagez, mais vous écrivez. Le voilà. C'est un homme du XVIIIe, n'est-ce pas? Il va traverser la région des Amazones, depuis la côte du Pacifique et du Pérou jusqu'à la Guyane. Son texte a comme titre « Relation abrégée d'un voyage à l'intérieur de l'Amérique méridionale, depuis la côte de la mer du Sud jusqu'aux côtes du Brésil et de la Guyane, en descendant la rivière des Amazones, lu à l'Assemblée publique de l'Académie des sciences le 28 avril 1745. » C'est un long titre, comme tous les titres à l'époque. Hein? Quelles ont été les contributions scientifiques de la Condamine? D'abord, la quinine, qui est très, très importante dans le traitement des maladies tropicales, n'est-ce pas, comme la... Comment s'appelle cette... Le palu. Voilà. Et la découverte du caoutchouc qui a été une fièvre après, n'est-ce pas, au début du XXe au Brésil, et du curare. Mais dans le texte de la Condamine, qui est difficile à lire pour nous qui sommes de lettres, de littérature, c'est un texte parce que c'est très scientifique, mais j'ai découvert quelques moments très importants. Quand il décrit les Indiens, ça va à contre-courant de Diderot, par exemple. Et je vais lire, je crois que c'est tout petit là, non? J'ai cru reconnaître dans tous un même fond de caractère. L'insensibilité en fait la base. Je laisse décider si on la doit honorer du nom d'apathie ou l'avilir par celui des stupidités. Elle naît sans doute du petit nombre de leurs idées qui ne s'étend pas au-delà de leurs besoins. Gloutons jusqu'à la voracité quand ils ont de quoi se satisfaire, sobres quand la nécessité les y oblige, jusqu'à se passer de tout, sans paraître rien désirer. Pusillanime et poltron à l'excès si l'ivresse le ne transporte pas. Ennemis du travail, indifférents à tout motif de gloire, d'honneur ou de reconnaissance,
uniquement occupé de l'objet présent et toujours déterminé par lui, sans inquiétude pour l'avenir, incapable de prévoyance et de réflexion, se livrant, quand rien ne les gêne, à une joie puérile qu'ils manifestent par des sauts et des éclats de rire immodérés, sans objet et sans dessein. Ils passent leur vie sans penser, ils vieillissent sans sortir de l'enfance, dont ils conservent tous les défauts. Alors, là, évidemment, c'est un lecteur d'un autre philosophe français. Ce n'est pas Rousseau qui est là, c'est Montesquieu. C'est la théorie des climats de Montesquieu, n'est-ce pas, qui dit que les gens des pays froids travaillent beaucoup plus, n'est-ce pas, sont plus intelligents, sont plus sérieux, sont, enfin, tout ce que vous voulez de bon, n'est-ce pas? Et les gens des climats chauds sont paresseux, ne veulent pas travailler, sont malins. Je crois que l'exacerbation de ça, c'est Mário de Andrade qui l'a faite, de Macunaíma. Et là, Macunaíma passe tout son temps à dire « Ai que preguiça », n'est-ce pas? Et là, évidemment, j'ose dire que il y a beaucoup de Brésiliens qui ont cette vision du Brésil, n'est-ce pas? Toutes les fois, quand les choses ne marchent pas chez nous, il y a des gens qui disent ça. Le Brésil n'est pas sérieux, etc. On attribue à d'autres cette phrase, mais c'est nous qui disons, qu'est-ce que vous voulez maintenant avec la corruption? Nous sommes tous des voleurs, n'est-ce pas? Tous les Brésiliens volent, tous les Brésiliens vivent en corruption. Alors là, c'est une vision qui a vraiment été assimilée par le peuple. Je ne sais pas si mes collègues sont d'accord, mais enfin, après, on peut débattre. Oui. Alors là, tout ça, j'ai déjà dit, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres thèmes de la condamnine qui sont intéressants. La question des esclaves, il est très choqué par l'esclavage, par la cruauté qu'on a avec les esclaves. Ça va, il décrit des scènes atroces, des punitions des esclaves, des châtiments, des choses horribles. Mais par contre, il est fasciné par les mélanges de races. Et il dit qu'il n'y a pas à ce moment-là, je crois qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de blancs au Brésil. Tout le monde est plus ou moins métis. Il y a un mélange total de Portugais, Africains et Indiens. Après, on aura au 19e et 20e l'immigration européenne de nouveau, n'est-ce pas, qui va blanchir le pays. Mais à ce moment-là, on est tous métis, n'est-ce pas? Et il décrit aussi le mœurs de ville, de village. Bon, je ne vais pas parler beaucoup de la condamine parce que je voudrais tout simplement vous montrer comment il voit le paysage, la nature, pour vous montrer une différence qu'il y a entre la vision de l'homme et la vision de la nature. Alors, quand il parle de la nature, c'est ça qu'il dit, un nouveau monde, éloigné de tout commerce humain, sur une mer d'eau douce, au milieu d'un labyrinthe de lacs, de rivières et de canaux, qui pénètre en tous sens une forêt immense que seuls rendent accessible. Je rencontrais de nouvelles plantes, de nouveaux animaux, de nouveaux hommes. Alors, cette idée de la nature comme quelque chose de nouveau, le mot « nouveau » qui apparaît tout le temps dans ce texte, ça va? Nouvelles plantes, nouveaux animaux, nouveaux hommes, un nouveau monde, n'est-ce pas? Alors, tout est nouveau. Tout est prêt au renouvellement de l'homme. Ça correspond énormément à ce que prêche le philosophe des Lumières à ce moment-là. Alors, l'Amérique du Sud, le Brésil,
ce qui m'intéresse ici, c'est le Brésil, devient un laboratoire pour les philosophes des Lumières. C'est où on va travailler nos idées de l'homme primitif, n'est-ce pas, de la théorie des climats, enfin, tout ce qu'on est en train d'élaborer en Europe, on va mettre en pratique dans l'Amérique du Sud. Et en même temps, cet homme nouveau, de ce monde nouveau, va apparaître comme une opposition à la civilisation corruptrice de l'homme. Vous savez que les philosophes, ils sont là tout le temps à critiquer leur gouvernement, leur système à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais alors, nous avons une ambiguïté dans ces regards sur l'homme américain, n'est-ce pas? Tantôt habitant des lieux paradisiaques, innocents, purs, tantôt victime de la paresse et de la cruauté. Ça va parce que dans la description de l'Indien, vous avez vu qu'il y a la paresse, n'est-ce pas? Il y a l'aspect de la... il n'est pas sérieux, n'est-ce pas, l'homme américain, et la cruauté surtout envers les esclaves. Il y a beaucoup de scènes, je n'ai pas choisi ici parce que j'aurai d'autres qui vont parler de l'esclavage, enfin. Cette vision ambiguë, donc, elle aurait deux origines. L'image de l'Éden lancée sur le Brésil depuis l'arrivée des Français, parce que depuis TV et Léry, le Brésil est présenté comme... Aujourd'hui même, je venais dans les taxis et le chauffeur, quand je dis que je venais du Brésil, mais il y a des paysages magnifiques au Brésil, n'est-ce pas? Je dis, oui, vous connaissez le Brésil? Non. Alors, cette image-là qu'on vend, n'est-ce pas, tout le temps, c'est le paradis, c'est le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Mais en même temps, il y a ce besoin de rendre légitime l'expansion coloniale européenne, n'est-ce pas? Pour que les lumières puissent être diffusées. Évidemment, ce n'est pas le seul intérêt, il y a des intérêts économiques aussi. Mais là, c'est très intéressant parce que dans ces idées sur l'homme américain, il y a derrière ces idées les idées des philosophes. Alors, nous avons donc un monde nouveau où répandent les idées des philosophes auprès des populations pour qui la vieille Europe était inconnue. N'est-ce pas? Alors, c'est comme si on trouvait des pages blanches où on pourrait réécrire l'histoire, n'est-ce pas? Recommencer. Bon, alors, je vais faire un petit saut. Je vais prendre Francis de la Porte, qui est le comte de Castelnau. Castelnau il est né en Angleterre. Il était fils d'une comtesse française qui s'était enfuie à l'époque de la Révolution. N'est-ce pas? Vous savez que l'aristocratie est partie de France quand ils ont pu le faire, n'est-ce pas? Et il paraît qu'il était un fils bâtard du roi d'Angleterre. De toute façon, ce titre-là, comte de Castelnau, lui vient de sa mère. Il n'y a pas de nom de père. Mais j'ai lu qu'il peut-être, je ne sais pas si c'était Georges V à l'époque, au 19e, je ne sais pas, l'un de ces Georges anglais. Enfin, il paraît que c'était son père. Castelnau vient en mission scientifique et il vient avec aussi les compromis, n'est-ce pas, d'écrire sur le Brésil. Voilà les titres de son ouvrage, Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro à Lima, de Lima au Pará, exécuté par ordre du gouvernement français pendant les années 1843-1847. Il faut respirer pour lire les titres de l'époque. Bon, ce sont 6 volumes, c'est ça qui est plus dur, parce que la plupart du temps, ce sont des textes scientifiques. On a organisé moi-même et
quelques étudiants et ex-étudiants. On a ici qui a travaillé dans ce livre, Carlos, n'est-ce pas, qui a fait son master sur cet auteur. On a fait une anthologie que je vais offrir à Eden et je vais laisser un exemplaire ici pour l'université, évidemment pour ceux qui lisent en portugais. Mais enfin, on a découpé les textes, c'est un travail fou. Mes étudiants venaient une fois par semaine, on se réunissait, on lisait ensemble, on découpait les textes, qu'est-ce qui intéresse ici, ça c'est trop long, il faut couper ici. Enfin, le travail d'une anthologie, ça donne un livre. Hein. J'ai déjà invité M. Manuel Fraisse de Paris 3, il est déjà venu à l'UF pour parler de ce travail des anthologies, parce que ça donne beaucoup de réflexions théoriques. Hein. On a essayé de transformer ça en un récit de voyage. Je ne sais pas si on a commis des crimes, on a enlevé tout le texte scientifique. Il n'y a rien de scientifique, mais c'est délicieux à lire, parce que ce qui reste est très bon. D'accord ? Alors, mais ce qui reste est long, hein? Le livre est long, il a plus de 500 pages, enfin. Mais on peut lire presque comme un roman de voyage. Alors là, dès le début, il va parler de la nature. Il est peu de contrées qui se présentent à l'imagination avec autant de prestige que l'Amérique du Sud. Alors, il va comparer l'Amérique du Sud avec l'Amérique du Nord, parce que Castelnau était déjà allé au Canada. Il est l'un des aventuriers qui vont au Canada. Alors, avant de venir ici, il était allé au Canada. Et il va comparer les deux. Pendant que la partie septentrionale de ce continent perd chaque jour de son caractère primitif pour faire place aux merveilles de l'industrie moderne, la partie du sud, au contraire, conserve encore aujourd'hui les cachets de la nature vierge. Là, point de chemin de fer, ni de canaux, ni le plus souvent de routes quelconques, mais partout d'admirables forêts vierges, de fleuves dont l'étendue est sans bornes, des montagnes dont les cimes glacées se perdent au-dessus des nuages, des nations sauvages auxquelles le nom même de l'Europe est inconnu. Alors, quel est l'avantage de l'Amérique du Sud sur l'Amérique du Nord? Elle est plus proche de la nature, n'est-ce pas? Elle est en retard par rapport à la civilisation, n'est-ce pas? Alors, donc, elle est supérieure. Il préfère l'Amérique du Sud. Et l'Amérique du Nord ressemble beaucoup à l'Europe en termes de progrès et tout. Mais il a des textes romantiques sur le paysage qui sont vraiment... il peut être comparé aux auteurs romantiques. Et j'ai choisi ce texte-là en hommage à mes collègues de Niterói, parce qu'il va parler... Il va voir Rio à partir du saco de Jurujuba, qui est... Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à expliquer, mais c'est une sorte... Comment est-ce que chamam ça? Une petite baie dans la grande baie de Guanabara. Hein? Inancé. C'est tout petit, mais c'est magnifique et il y a une vue superbe des Rio. Hein? Au moment où je passais au-dessus du point où une partie de la baie de Rio de Janeiro pénètre par un étroit chenal au milieu de pics et reçoit le nom de saco de Jurujuba, je me trouvais tout à coup en vue d'un spectacle si admirable que tout autre objet s'effaça aussitôt de mon imagination, et mes yeux restèrent attachés sans que je puisse les en détourner sur le magique tableau qui était devant moi. L'étang s'étant en effet couvert après le coucher du soleil, une brume légère voilait les contours des montagnes. La surface grise et mate des eaux qui se déroulaient à leurs pieds était en si parfait équilibre, les grandes formes blanchâtres et déchirées des rochers
qui sortaient de leur sein se détachaient tellement en clair sur le fond sombre du ciel que je me serais presque cru transporté parmi les glaces du pôle, n'eussent été les cris que jetaient de temps en temps la tige succulente de quelques plantes tropiques broyées sous les dents de mon cheval insouciant. Alors là, il y a presque un délire devant le paysage, hein? N'est-ce pas? Le paysage est tellement magnifique qu'il arrive même à voir de la neige, n'est-ce pas, dans le brouillard. C'est très intéressant parce que si on compare ces textes à nos romantiques, on va voir que ça a tout à voir. Et Castelnau aussi dessine ce qu'il voit parce qu'il est très conscient qu'il n'arrive pas à dire les merveilles qu'il voit en mots, que les mots ne suffisent pas à expliquer, à raconter ce qu'il voit. Alors, il a presque une obsession avec la peinture. Et il fait quelques dessins. Là, c'est le dessin de la ville de Mato Grosso. Je ne sais pas s'il existe encore une ville qui s'appelle Mato Grosso, vous le savez? Je ne sais pas. Non, parce qu'il est allé... Mais est-ce qu'il existe une ville? Il y a un État, Mato Grosso, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas s'il décrit beaucoup de choses dans cette ville, Mato Grosso. Des papillons. Bon, moi, j'ai choisi seulement 2 images. Mais enfin. Alors, c'est un texte assez curieux et riche d'éléments qui puissent intéresser aux chercheurs en théorie de la littérature, parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Hein. Il ne croit pas qu'il soit là pour dire la vérité. Hein. Il est très conscient de l'imaginaire. Il est très conscient qu'il invente des choses. Il raconte dès le début qu'il a perdu tout ce cahier de voyage. Donc, il fait ça de mémoire. Alors, c'est impossible, n'est-ce pas? Parce qu'il écrit plusieurs années après. Donc, alors, la mémoire et l'imaginaire se confondent dans son texte, n'est-ce pas? C'est vraiment une source inépuisable de réflexion théorique. Et je me rappelle que quand on organisait cette anthologie, je disais aux gens, tiens, on est en train de faire ces séances de théorie de la littérature, parce qu'on discutait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est littéraire ici, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Bon, et finalement, notre Jean-Charles-Marie Expilly, qui est le livre qui vient de sortir du four. Il est là, il est tout chaud. Et je vais le distribuer ici à ceux qui le veulent. Il est un peu différent. Je me suis beaucoup intéressée à ces voyageurs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas beaucoup d'enthousiasme pour le Brésil. D'accord? Et alors, ça, c'est très différent. Hein? D'abord, il était déjà un écrivain quand il est venu. Il était poète, écrivain. Et il vient avec un projet d'ouvrir une école pour les filles de fonctionnaires à Rio. Sa femme était diplômée à une école normale de Paris et tout. Elle avait un diplôme. Mais pour des raisons bureaucratiques, Dom Pedro II ne lui a pas donné l'autorisation d'ouvrir cette école. Donc, il est très frustré et devient fabricant de phosphore. D'accord? Alors, il va parler de la condition de l'étranger au Brésil. L'étranger au Brésil ne peut pas avoir beaucoup de métiers à ce moment-là. Il y a très peu. Par exemple, il essaye de faire des travaux avec les mains. Ce n'était pas permis. Personne ne le laisse travailler avec les mains. Et là, c'est l'une des observations qu'il fait. Ça, c'est pour les esclaves. On ne peut pas réparer des choses. On peut pas. C'est impressionnant, ça. Ça, non. Ça, vous ne pouvez pas. Vous êtes blanc.
Vous êtes blanc, vous... Bon, alors, il a un certain enthousiasme pour le paysage, hein, un certain, mais il est tellement choqué par l'architecture du Brésil, il la trouve tellement laide, que le paysage disparaît. Hein, tous les éloges qu'il fait du paysage disparaissent un peu. Et il est un grand critique de mœurs du pays. Il va dire que c'est une société dégradée par l'esclavage. Moi, je trouvais ça très intéressant et il paraît, hein, on dit, que c'est l'origine des études de Gilberto Freire, sur Casagrande et Senzala. Hein? Parce qu'il parcourt le pays pour vendre ces phosphores-là. Il parcourt le pays et il va fréquenter beaucoup de fazendas, de grandes fermes, qui avait beaucoup d'esclaves. Il raconte des choses atroces sur la question de l'esclavage. Bon, alors, je veux quand même, il y a une séduction du paysage. Hein, je crois que ça, c'est impossible. Si vous venez au Brésil, vous verrez qu'on ne résiste pas. Alors, il va dire, lorsqu'on entre dans la baie, après les souffrances et les privations d'une longue traversée, on est délicieusement ému par les splendeurs du panorama qui s'étale sous les yeux. Je crois que c'est la seule référence qu'il fait vraiment à la beauté du paysage. Hein. Parce que tout de suite après, il y aura la déception. Les grandioses du paysage, toutefois, perd quelque peu de ses proportions à l'aspect de la ville. Cet amas de clochers dorés, de tours de toit, de dômes sans caractère et sérieux, attire sans doute, mais ne charme point le regard. Et d'abord, que sont devenues ces belles fleurs qui signalent certaines narrations enthousiastes parmi les sables du village? Peut-être la fièvre jaune les aura dévorés. Ici, il taquine Ferdinand Denis, hein, parce que Ferdinand Denis avait parlé de belles fleurs. Il taquine Ferdinand Denis tout le temps. Les sables du village. Et bon, et la fièvre jaune, en ce moment, est terrible. Hein, elle domine tout le pays et beaucoup de gens sont morts de fièvre jaune. Alors, le mœurs de la société brésilienne qu'il va critiquer, des préjugés raciaux et sociaux qui sont un problème au pays, même aujourd'hui, nous vivons ça encore. La corruption, qui est un problème qui persiste, c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé, hein, parce qu'il nous dit tout ce que nous voyons tous les jours. Hein. Les abus du clergé, ça. Les abus des fonctionnaires. Il parle des fonctionnaires. Et là, pour ceux qui ne le savent ça, les fonctionnaires, c'est les fonctionnaires publics, hein, ceux qui travaillent pour le gouvernement. Il parle de l'arrogance des fonctionnaires, la condition des esclaves, la condition de la femme. Il est très choqué par la condition féminine. D'ailleurs, eux tous parlent de ça, mais lui, il insiste beaucoup. Hein. Cette question, la femme ne sort pas dans la rue. La femme brésilienne ne sort pas dans la rue. Qui est-ce qui sort dans la rue? Les esclaves et les étrangères, qui sont considérées toutes comme des putains. Il y a une voyageuse, Adèle Toussaint, qui va dire qu'elle sortait dans la rue pour donner des cours privés de français. Elle ne rencontrait que des esclaves et des prostituées. Bon, la condition des étrangers, je vous ai déjà parlé un peu de ça, la condition des Indiens. Et c'est le seul de ces voyageurs-là dont je vous parle qui s'est beaucoup intéressé. Castello parle beaucoup des Indiens, mais il ne le présente pas comme des victimes. C'est plutôt des objets d'étude, tandis que Expelli va vraiment essayer d'étudier ce qui pense l'Indien. On a l'impression qu'il a vraiment parlé aux Indiens et essayé de communiquer. Mais il va conclure à la fin de son ouvrage que
tout le malheur du Brésil provient de l'esclavage. C'est une société construite sur l'esclavage. Une société où il y a une partie qui travaille avec les mains et une partie qui travaille avec le cerveau, la tête, et les femmes qui ne font rien, les femmes bourgeoises qui ne font absolument rien et qui sont enfermées. Il dit ça à la préface, ce n'est pas uniquement aux mœurs brésiliennes, faut-il le répéter, que nous faisons un procès. Ces mœurs ne sont que les conséquences fatales d'une abominable institution. Oui, l'esclavage étant la consécration légale de toutes les erreurs, de toutes les superstitions, de tous les préjugés, de toutes les ignominies, de tous les crimes qu'engendre l'ignorance, nous nous croyons fondés à pousser contre lui les cris de guerre du vieil Arouet, écrasons l'infâme. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, Arouet, c'est Voltaire qui disait ça à propos de la monarchie absolue. Bon. Il écrit 2 livres sur le Brésil. C'est pour ça que c'était plus facile de faire l'anthologie. 2 livres, c'est déjà possible, n'est-ce pas? Le Brésil tel qu'il est, déjà le titre va dire qu'il ne va pas, qu'il n'aura pas un regard positif. Le Brésil tel qu'il est, hein, pas tel que les disent le voyageur. Les femmes et les mœurs du Brésil. Ils sont tous les deux ici, c'est-à-dire les parties que nous avons considérées comme les plus intéressantes. André est là, qui m'a aidé, n'est-ce pas? Elle est où, André? Voilà. On a travaillé ensemble, nous 3, moi-même, elle et Monica Fuse. Alors là, la question des Indiens, j'ai trouvé intéressante d'en parler. Il fait parler un Indien qui s'appelle Tio Barrigudo. C'est par humanité, n'est-ce pas, que les visages pâles envahissent nos solitudes et qu'ils nous arrachent par la violence l'héritage de nos pères. C'est encore par humanité qu'ils nous refoulent au fond du désert et qu'ils nous massacrent si nous tentons de défendre contre eux nos territoires de chasse, nos familles et notre indépendance. Alors là, je ne sais pas si vous remarquez, mais je trouve que ce texte dialogue avec celui de Diderot sur le Tahiti, n'est-ce pas? La condition de la femme, il considère toutes les femmes brésiliennes comme des esclaves. Elles sont des esclaves aussi. Elles sont dans la même situation que les esclaves. Elles ne peuvent pas sortir. Elles ne sortent que pour aller à la messe, mais elles ne peuvent pas sortir toutes seules. Restent à l'intérieur de leur maison des journées entières avec les esclaves. Les esclaves, à leur tour, sont obligés d'être amantes et avoir des enfants avec leur seigneur. D'accord? Et il y a des choses plus graves encore, c'est que les enfants des esclaves, par exemple, ils sont appelés à travailler dans la maison et pas dans le jardin ou dans le... Comment est-ce qu'il y a dans la fazenda, dans les plantations, enfin. Ils travaillent dans la maison. Alors, les jeunes hommes, les enfants de Seigneur, normalement, font leur initiation sexuelle avec leurs sœurs, les filles de leur père. D'accord? Alors, ça ne pourrait pas marcher, n'est-ce pas? C'est vraiment... Bon, évidemment, la réception d'Expili au Brésil est horrible, n'est-ce pas? Tout le monde le déteste. Il est oublié très vite. Il a eu une bonne réception en France et une très mauvaise réception au Brésil. Et beaucoup de gens ont écrit pour lui répondre. Je termine. En ce moment, on est en train de construire une identité nationale. Alors, un livre qui décrit les pays comme ça, évidemment, ça pose des problèmes. Hein, les gens font beaucoup de critiques et il est très vite oublié.
Alors, le Brésil reste donc un mythe ambigu pour le français, base des critiques à la morale de la civilisation par le fait d'ouvrir les spectacles de la supériorité de l'homme naturel et un monde nouveau, un lieu paradisiaque et primitif qui doit être civilisé. La conclusion, c'est un mythe qui a plusieurs éléments constitutifs de l'identité nationale qui s'est formée à l'époque, construite par ces regards des voyageurs étrangers. Beaucoup du regard que nous avons sur nous-mêmes provient, je ne dis pas de voyageurs français, il y a beaucoup de voyageurs allemands, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les voyageurs allemands qui racontent des choses très intéressantes. Les voyageurs anglais, il y en a beaucoup aussi. Mais comme Eden a dit que j'étais prof de français, n'est-ce pas? Je me suis intéressée aux voyageurs français. D'accord? Bon, c'est ça. Je vous remercie de votre attention et j'espère que les gens montreront des choses plus agréables peut-être et plus intéressantes. Et je suis sûre qu'on aura des journées très intéressantes, n'est-ce pas, ces jours-là. Merci Eden, merci à tout le monde.